Bien, bonjour à tout le monde. Voilà, avant de parler du sujet qui va nous intéresser maintenant, donc je vais me présenter. Donc je m'appelle Serge Lebozec. Je suis enseignant de breton, donc professeur de breton et d'histoire géo en breton, en filière bilingue. Je fais également partie de l'association Arundro et Duidel. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une découverte de la signification des noms de lieux de communes, de quelques communes entourant la commune de Lorient, donc dans la région, dans le pays de Lorient, et Communia et Bro-Orient. Alors, d'abord un petit mot de présentation, quelques explications sur ce que c'est cette étude des noms de lieux, qui porte également le nom de toponymie. Alors, la toponymie est une des deux branches de ce qu'on appelle l'onomastique. Alors l'onomastique, c'est l'étude des noms propres, tout simplement. Donc il y a deux branches dans cette discipline linguistique. Donc d'un côté, l'étude des noms de personnes, c'est ce qu'on appelle l'anthroponymie, donc étudier les prénoms, les noms de famille, les surnoms, etc., mais vraiment liés aux personnes. Et la deuxième branche, ce sont les toponymes. Et cette science s'appelle la toponymie, donc l'étude des noms de lieux. Alors les noms de lieux sont très variés, et ça concerne également plusieurs échelles, puisque ça peut être des noms de communes, donc ça va être le sujet d'aujourd'hui. Ça peut être également des noms d'entités plus petites que les communes, c'est-à-dire des villages. Ça peut être également des noms de parcelles agricoles. Et dans ce cas-là, on parle de micro-toponymie, ça peut être des noms de chemins, ça peut être des noms de montagnes, enfin de noms d'entités géographiques plus étendues, plus larges que les communes, des noms de régions, des noms de pays. Voilà, tout ça, ce sont des toponymes. Alors, d'abord, je vais parler de quelques grands principes, puis après, on rentrera dans le détail de ces communes, plus précisément, donc de ces communes autour de la région de Lorient. Alors, en quoi ça consiste l'onomastique? C'est tenter d'expliquer la signification des noms propres. Alors, un nom propre par rapport à un nom commun, c'est qu'un nom propre est, comme son nom l'indique, propre à un lieu ou propre à une personne. C'est-à-dire lorsqu'on utilise un nom propre, on ne cherche pas forcément à savoir ce qu'il veut dire. Ce qu'on cherche, ce qu'on veut savoir, c'est tout simplement qui est cet individu par rapport à d'autres. C'est tout simplement un nom qui permet de distinguer une personne des autres ou bien un lieu des autres. Peu importe la signification du nom de lieu ou bien du nom de personne. Ce sont des noms propres, donc ils fonctionnent de cette façon. Si j'emploie un nom commun, par exemple j'emploie le mot table, eh bien, tout de suite, quand on voit table, on voit donc un ensemble, donc c'est un type de meuble avec 4 pieds, etc. Il y a une définition précise, une définition objective. Pour un nom de lieu ou un nom de personne, la définition est beaucoup plus subjective. C'est tout simplement une façon de distinguer des individus les uns des autres, des lieux les uns des autres, tout simplement. Alors, l'onomastique, ça va consister à aller plus loin que ça, parce qu'on veut donner une explication. Alors, ça consiste à, bien sûr, savoir ce que veut dire. Si je prends un nom de Dieu, que veut dire le nom de Dieu en question? Qu'est-ce qu'il veut dire? De quand il date? Et savoir de quand il date, c'est important parce que ça permet de définir en quelle langue il a été créé. Alors, on ne peut pas expliquer un nom de lieu, n'importe lequel, si on ne connaît pas la langue dans laquelle il a été créé. Alors ça, ce sont des grands principes. Alors, quelle est leur motivation? Pourquoi tel lieu porte tel nom? Alors, si je prends un nom de lieu, je vais prendre un nom de personne, pour donner un exemple, quelqu'un qui s'appelle le boulanger. Pourquoi il s'appelle le boulanger? Alors, c'est parce que ses parents s'appelaient boulanger, déjà. Donc, c'est-à-dire le nom de famille a été transmis de génération en génération. Mais à un moment donné, il y a eu un ancêtre qui s'est fait appeler le boulanger. Alors, pourquoi? Et ça va être la motivation. Pour quelle raison il s'appelle boulanger? Alors, l'explication la plus rationnelle, la plus raisonnable, c'est en fait de dire qu'il exerçait le métier de boulanger, tout simplement. Mais si quelqu'un s'appelle le duc, ça change tout. Est-ce que ça veut dire qu'il a eu un ancêtre qui était duc? Pas du tout. Ça veut tout simplement dire que peut-être qu'il a eu un ancêtre qui se prenait pour un duc, qui avait des allures de grand duc, ou bien qui, dans une pièce de théâtre, il jouait le rôle d'un duc, par exemple. Donc voilà la motivation. Alors la signification est claire, duc on sait ce que c'est, mais par contre la motivation déjà elle est beaucoup moins évidente dans ce cas-là. Et pour les noms de lieux, ça fonctionne de la même façon. Un lieu qui s'appelle dans l'orthographe administrative Kerderf, par exemple. Alors on comprend la signification, donc le village du chêne. Mais qu'est-ce que ça veut dire là?
Alors en breton, on prononce Kerzerve. Mais est-ce que ça veut dire que c'est le village du chêne, c'est-à-dire le village où poussait un chêne remarquable, par ses dimensions, par exemple, ou alors est-ce que ça veut dire que c'était le village qui était habité par quelqu'un qui portait le nom de famille du chêne? Et donc là, on comprend la signification, mais on ne connaît pas la motivation. On ne sait pas pourquoi le village s'appelle Kerzerve en breton, bien donc dans la forme administrative Kerderf. Voilà, donc l'onomastique, ça consiste à donner cette explication concernant également la motivation. Voilà. Et dans l'onomastique, qu'est-ce qu'on fait encore? On étudie l'évolution du nom au cours du temps. C'est-à-dire que les mots évoluent. Alors ça, c'est vrai pour tous les mots d'une langue, et y compris donc pour les noms propres. Et donc, et c'est pour ça qu'il est important de toujours se référer à des formes écrites anciennes pour comprendre ce que signifie un nom de lieu ou un nom de personne. Plus on se rapproche de la date à laquelle a été créé le nom de lieu, plus on a de chances de comprendre ce qu'il veut dire, et plus on a de chances également de comprendre pourquoi il a été dénommé de cette façon. Donc la recherche des formes écrites anciennes est essentielle en onomastique. Alors la difficulté vient du fait qu'on a relativement peu de traces écrites anciennes. Donc pour les noms-lieux, par exemple, il faut rechercher dans de vieux documents, ça peut être des actes de notaire, ça peut être des actes de ce qu'on appelait auparavant les naissances, les baptêmes, mariage, sépulture, BMS, mais ce qui correspond à l'ancien état civil, dans des actes notariés de la noblesse, ce genre de documents qu'on peut trouver dans des archives, les archives départementales par exemple. Donc ça suppose tout un long travail en amont avant de retrouver ces formes écrites anciennes, et donc avant d'être capable de donner une explication. Voilà. Alors ça, ce sont des grands principes en onomastique. Et puis une dernière chose, l'onomastique, en fait, c'est cette explication des noms propres. Et on est au carrefour. En fait, on est à un carrefour pluridisciplinaire, lié à la fois à l'histoire, à la géographie, et puis à la linguistique. Alors linguistique, pourquoi? Parce qu'il faut comprendre la valeur des lettres utilisées dans les formes écrites anciennes. C'est pas parce qu'on a dans une forme écrite ancienne on trouve par exemple les consonnes TZ l'une à la suite des autres, comme dans le mot ports. Enfin, il s'inscrit PORTZ, mais si on le prononce avec notre prononciation de maintenant, on dirait ports, mais en réalité ça se prononçait pas ports, ça se prononçait porth. Donc il faut comprendre la valeur phonétique qui était attribuée à ces consonnes ou à ces groupes de consonnes. Donc ce qui n'est pas évident déjà, donc ça veut dire avoir des notions linguistiques. C'est lié à la géographie, parce que beaucoup de toponymes décrivent en fait l'environnement, dans lequel un élément de l'environnement qui a reçu une dénomination en fonction de ce qu'il y a autour, en fonction de sa position par rapport à une hauteur, par rapport à un cours d'eau, etc. Donc on est dans le domaine de la description, du paysage, description de l'environnement, et puis c'est lié à l'histoire. Parce que certains noms de lieux ont été créés à certaines périodes, ces noms ont évolué suivant des règles liées à la linguistique, mais à part d'une certaine période, on n'a plus créé, par exemple, de noms de lieux de telle ou telle forme. Alors je vais prendre un exemple tout simple, les mots anquaires, on sait qu'ils datent, par exemple, principalement des, on va dire, 10e, 11e, 12e siècle. Voilà, ça c'est la période de création des noms anquaires. Après, on en a créé beaucoup moins. Donc, pourquoi cette période-là? Pourquoi les noms anquaires à cette période-là? C'est parce que ça correspond en fait à des défrichements au Moyen-Âge, une période de défrichement important, une période où la population augmente, donc on a besoin de terre et on crée donc des exploitations agricoles. Et on a utilisé le préfixe ker pour dénommer ces exploitations agricoles. Donc là, on est le critère utilisé cette fois, c'est l'histoire. Il faut comprendre le contexte historique pour comprendre pourquoi les noms en ker ont été utilisés à cette période. Voilà, ça sont les grands principes en onomastique. Alors, on va passer maintenant à l'explication des différents noms de communes autour de l'Orient. Alors, juste encore une chose, toujours dans les principes, ce qui caractérise les communes en Bretagne, c'est l'habitat dispersé. Ça veut dire que les superficies des communes sont importantes, sont grandes, par rapport à d'autres communes en France, par exemple, et elles sont caractérisées par un habitat dispersé. Ça veut dire qu'on a, dans les communes rurales, en tout cas, c'est la quasi-totalité des communes en Bretagne, on a un bourg, c'est l'agglomération principale, et éparpillé autour du bourg, on a donc ce qu'on appelle des villages.
Hein, en Bretagne, on utilise le mot village, ailleurs en France, on dirait des hameaux, mais le terme qu'on emploie ici, le terme le plus courant, c'est village. Et parmi ces villages, beaucoup commencent par le préfixe ker, justement. Donc on a un habitat très dispersé, ça suppose qu'il y a énormément de noms de lieux qui peuvent être expliqués en breton. Il y a une richesse en toponymes en Bretagne qui est assez fabuleuse. En plus, les parcelles agricoles sont petites, donc ça démultiplie autant ce qu'on appelle les micro-toponymes, c'est-à-dire les noms des parcelles agricoles. Donc il y a du boulot. Alors c'est pour ça que je vais me contenter aujourd'hui d'expliquer les noms de communes seulement. Donc alors commençons par l'explication les explications concernant les noms des communes de la région de Lorient, Bro-Norian. On va commencer par le bord de mer, on va rester dans la partie du pays de Lorient qu'on appelle Bro-Duinedizil, donc le bas Vantais, c'est-à-dire la partie ouest du pays de Lorient, celle qui se trouve entre la rade de Lorient et puis la Laïta, du côté la Laïta qui fait la séparation donc entre le pays vantais et puis la Cornouaille. Donc on va commencer par exemple par l'Armor-Plage. Alors l'Armor-Plage, c'est le nom officiel, le nom administratif de la commune. Elle ne s'est pas tout le temps appelée de cette façon, d'autant plus que la commune de l'Armor-Plage n'existait pas au début. C'est une création récente du début du XXe siècle. Alors, pour comprendre ce que veut dire ce nom, il faut forcément rechercher les formes écrites anciennes. Et on s'aperçoit qu'en fait que le nom de cette commune, alors plus exactement de cette paroisse, parce qu'avant d'avoir le statut de commune, toutes ces entités avaient le statut de paroisse, de paroisse d'Ancien Régime. Elles portent le nom de commune depuis la Révolution. Alors, en ce qui concerne l'Armor-Plage, cette ancienne partie de Pleumeur, en fait, a été érigée en commune simplement au XXe siècle. Auparavant, c'était un quartier dans la commune de Pleumeur, qui elle-même, auparavant, était la paroisse de Pleumeur avant la Révolution. Voilà, alors, comme formes écrites anciennes, on peut citer Locmaria Narvour, et c'est exactement le nom qu'on a actuellement encore en breton. Donc, que veut dire ce nom? Logmaria, c'est un des nombreux Logmaria qu'on trouve en Bretagne, et on lui rajoute donc une précision, en précisant que c'est le Logmaria qui se trouve à Narvour, c'est-à-dire sur le littoral. Alors, en breton, le nom c'est l'Armor. En français, le nom c'est l'Armor. En breton, il se prononce Narvour. Alors, qu'est-ce qui se passe entre les deux noms? Il y a une modification de son entre les deux. En réalité, quand on dit l'Armor, c'est en réalité c'est L''ARMOR. C'est deux mots. Il y a l'article en français et Armor derrière. En breton, An Arvour. C'est très clair. Il y a l'article aussi et Arvour. Alors, Arvour correspond à Armour. Donc, petit piège là dans la prononciation. Il ne s'agit pas de Armour, qui veut dire la mer, mais il s'agit bien de littoral, le mot qui veut dire littoral. Alors, le M qu'on a dans l'Armor, en réalité, n'est pas un M. Alors, il faut connaître l'aspect linguistique de ce toponyme pour comprendre que c'est un ancien M qui a fini par évoluer en ce qu'on appelle, alors au Moyen-Âge, on parlait de M doux dans ce cas-là. Alors, le M doux, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une espèce de son intermédiaire entre le M et le V, qui a fini par évoluer en V. Mais comme au Moyen-Âge, et un peu plus tard, il n'y avait aucune lettre pour représenter ce son entre M et V, c'est ce qu'on appelle également un V nasal, on utilisait la lettre M, sachant qu'on ne disait pas M de toute façon. Donc, l'orthographe l'Armor est en fait une orthographe figée, datant du début du Moyen-Âge. En réalité, la prononciation avait continué à évoluer pour aboutir à la prononciation en breton moderne qui est An Arvour. Donc, Logmaria Narvour. Alors, Logmaria, Maria, c'est qui? C'est Vierjesvari, c'est-à-dire la Vierge Marie. Donc, Log, c'est un lieu dit consacré à la Vierge Marie. Effectivement, on y trouve une chapelle, qui est devenue maintenant église, une chapelle qui était dédiée, et qui est toujours dédiée à Intronvaria, c'est-à-dire la Vierge. Voilà. Donc, Logmaria, le lieu dit consacré à Marie, donc Sainte Marie. Maria, en breton, Logmaria, donc toponyme très répandu. Et on le distingue en précisant un Narvour
on le distingue d'autres logmaria qui se trouvent dans le secteur. Il y en a un par exemple pas très loin à Guidel, hein, et puis dans les communes environnantes également. Voilà, logmaria Narvour, donc le lieu-dit consacré à Marie, qui se trouve sur le littoral. On va passer maintenant à la commune de Pleumeur. Donc Pleumeur, un nom typiquement breton dans le sens où il contient le préfixe plou. Alors plou, pleu ou plé, on retrouve différentes variantes. Alors ce préfixe provient en fait du vieux breton. Alors vieux breton, c'est-à-dire la variété de breton que l'on parlait déjà à la fin de l'Antiquité et puis début du Moyen Âge. Et à cette époque, ce préfixe se prononçait ploué. Hein, et on le trouve donc systématiquement en début de certains noms de communes de Bretagne. Alors ce préfixe correspond à peu près à ce qu'on appellerait aujourd'hui une paroisse, hein, comme c'était l'unité administrative, et que c'est ce préfixe ploué qui était utilisé, donc on le retrouve il y a de très nombreuses occurrences. Et derrière, et ça c'est ce qu'on remarque dans la plupart des noms de communes commençant par plou en Bretagne, on a un nom de personne. Alors, le nom de personne en question est très souvent considéré comme le nom d'un saint. Le saint qui aurait créé la paroisse en question ou qui aurait habité. Bon, on n'en est pas très sûr en fait, on sait que c'est un nom de personne, mais est-ce qu'il s'agit de la personnalité qui a créé la paroisse, ou qui a habité, ou qui a résidé, ou qui a été le responsable de cette unité administrative pendant longtemps? Est-ce que c'était forcément un personnage religieux? Est-ce que ce ne serait pas un personnage civil plutôt? Alors on a tendance de plus en plus à penser que ça pouvait être aussi un personnage civil, pas forcément un nom de saint. Pas forcément un nom lié systématiquement à la religion. Alors concernant Pleumeur, alors là, si je demande à n'importe qui dans la région de Lorient, connaissant un petit peu, l'explication la plus courante qu'on donne à Pleumeur, me répondrait, bah oui, Pleumeur c'est la grande paroisse. Ok, effectivement, c'est grand. Elle est grande, cette paroisse. Elle était donc d'autant plus grande que à partir de Pleumeur ont été créées les communes de l'Armor et de Lorient. C'est-à-dire que les territoires de Lorient et de l'Armor à l'heure actuelle étaient auparavant dans la paroisse de Pleumeur. Hein. Donc c'est vrai qu'elle est très grande. Bien, mais cette explication a été quand même remise en cause, parce que ce qu'on peut remarquer par rapport aux autres Pleumeur qui existent en Bretagne, donc il y en a 3 autres. Hein, il y a un Pleumeur qui est dans le pays du Gouda, donc sud Cornouailles, sud Finistère, et il y a 2 Pleumeurs qui se trouvent dans le nord de la Bretagne, donc dans le Trégor, Pleumeur Baudou et Pleumeur Gauthier. Et ce qu'on remarque pour les 3 autres Pleumeurs, c'est qu'à un moment donné, leur nom a été traduit en latin sous la forme plebs magna, ce qui veut dire justement grande paroisse. Et quand on recherche les formes anciennes de ce nom Pleumeur, alors les formes anciennes, c'est pas moi qui les ai trouvées, des linguistes ont fait ce travail préalable. Alors des linguistes comme Erwan Valéry, qui a rédigé donc le traité toponymie historique de la Bretagne. Il y a d'autres personnes qui ont fait des recherches. Il y a également Jean-Yves Plourin et Pierre Olocou qui ont fait un très long travail de recherche dans les archives départementales. Il y a Albert Day qui a beaucoup étudié également l'origine des noms de lieux. Et à aucun moment n'est cité le latin plebs magna, c'est-à-dire grande paroisse. À aucun moment. Et même au début du Moyen-Âge, où on avait l'habitude de traduire les noms en latin. Donc on peut avoir un petit doute sur la signification de ce terme. Ça c'est un premier argument. Le deuxième argument, c'est qu'en breton on dit planour. Alors les autres Pleumeurs de Bretagne se prononcent soit ploveur, donc il n'y a pas de son nasal, on n'entend pas un son N, quoi. On ne dit pas plomb, on dit ploveur, on dit même pleur. Donc c'est une forme très abrégée. Et pour ceux qui se trouvent dans le Trégor, on dit pleuveur. Et là, on ne dit pas non plus plainveur, ou plomveur, ou planveur, mais on a systématiquement une voyelle, franche, nette, pleu, et ensuite veur. Alors là, effectivement, il n'y a pas de doute, c'est bien grande paroisse, plebs magna en latin, et donc en breton, ploé, paroisse, et plus loin, meur, grand. Là c'est clair.
et rien de tel pour pleumeur, et on entend plan-our. Ce qui laisse à penser que le son en qu'on entend, en fait, semble appartenir au mot qui suit le mot plouer. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas, dans ce cas-là, plouer plus meur, mais plouer plus un nom propre. Alors ce nom propre, il y a donc l'Institut culturel Scully-Lervaux qui a proposé, par l'intermédiaire de M. Lemoigne, que en fait ça viendrait d'un nom de personnage qui aurait été Mémor ou Omor ou Momor. Alors encore un M qui devient V, et plus précisément qui devient un son nasal intermédiaire entre M et V. Et effectivement, si je prends le mot plouer, que je place derrière le mot mémor, par exemple, le M va se transformer en V ou rien du tout, le premier M, et le deuxième M, celui qui se trouve au milieu de mémor, va devenir le son 1, c'est-à-dire qu'on a mémor à donner mainvour. Or, quand on écoute bien ce que disent les gens en breton, ici, effectivement, on entend planvour. Alors, on entend planvour, planvour. Alors, O ou OU, ça revient pratiquement au même parce qu'il s'agit d'un O long. Et le O long a tendance à être prononcé OU en breton, donc planvour, c'est pour ça qu'on a cette prononciation. Et puis ce qui était mémor au début, donc devient mainvour, et ce invour peut devenir envour. Donc mémor aboutit à manvour. Ça c'est normal. Et quand on met le mot plou devant, le premier M disparaît, donc il reste planvour. Donc cette explication colle plus en fait à ce qui était attesté dans la prononciation en breton local. Et la prononciation en breton local peut être prise comme référence parce que les gens n'ont pas inventé cette prononciation, elle ne vient pas de nulle part, c'est une prononciation qui a été transmise donc, de génération en génération en suivant des lois phonétiques très précises. Donc l'explication de dire que c'est plus un prénom, mainvour, est plus pertinente à mon avis. Alors que veut dire mainvour? En fait c'est un nom d'origine latine, c'est le prénom latin Memorius, qui en breton a donné justement le mot invor, parce qu'on dit en breton, pas forcément en Pays Vantais, mais ailleurs, dans d'autres variétés de breton, on peut dire d'esquidrer invor, invor, ça veut dire apprendre par cœur. Et donc là, on retrouve le mot invor, prononcé donc envour. Donc cette hypothèse est corroborée par une expression qui existe en breton contemporain. Alors, ce mot pour des mémoires en vantais se dit plutôt mémoire, c'est-à-dire que le M est resté M, l'ancien M est resté M. Et dans le Trégor, on peut prononcer mémor. Et mémor, c'est exactement la forme écrite que l'on retrouve qu'on pourrait retrouver dans l'ancien nom de Pleumeur Morbihan, le Pleumeur qui est à côté de Lorient. Donc ce serait plutôt la paroisse d'un dénommé donc Mémor, qui vient, ce prénom venant lui-même du latin Memorius. Donc il faut maintenant que les Pleumerois s'en souviennent. Il m'a parté d'Escagne de Nainvor. Alors passons donc à la commune de Guidel, donc ancienne paroisse de Guidel. Alors la prononciation en breton actuellement c'est Duidel. C'est donc avec l'accent typique du bas vantais, donc qui peut être placé sur la syllabe initiale, donc Duidel en breton. Alors la forme la plus ancienne qui a été retrouvée, c'est Gui, enfin ça s'écrit G-U-I-D-U-L. Alors comment le prononcer? Très certainement Guidel. En fait, c'est très proche de la prononciation actuelle. Alors, il faut toujours se méfier des formes écrites anciennes. Donc, elles sont très importantes. Sans ces formes écrites anciennes, on a beaucoup moins de chances en fait de se rapprocher de l'explication réelle du toponyme. Mais d'un autre côté, il faut savoir les décrypter. C'est-à-dire qu'il faut savoir quels sont donnés à telle ou telle lettre. Et par exemple, on sait que la lettre U, par exemple, servait à rendre le son U parfois, mais aussi le son E ou E. Vous voyez, différentes nuances, éventuellement O parfois.
Donc il faut savoir décrypter tout ça et savoir bien interpréter en fait les formes écrites anciennes. Alors d'où vient ce nom? Alors il semblerait, et c'est ce qu'explique Erwan Valéry, dans paroisse d'Armorique commune bretonne, donc une étude qu'il avait faite sur la délimitation de ce qu'on appelle les communes primitives ou paroisses primitives en Bretagne. Ce sera un exemple de nom de paroisse sans le préfixe plou, mais seulement avec un prénom. C'est-à-dire qu'on désigne la paroisse en question par le nom du fondateur ou du chef de la paroisse. Alors ce chef, peut-être à cette époque donc de création des noms en plou, avait le titre en breton de Tiern ou Martiern. C'est le titre, disons, de ces responsables, religieux ou civils, mais plutôt civils, des paroisses de cette époque. Donc vraisemblablement un nom de personne, enfin très vraisemblablement un nom de personne, peut-être un nom civil. Mais là, il n'y a absolument aucune certitude. Alors ce prénom, qu'est-ce que c'est? En fait, par comparaison avec d'autres noms de communes, donc que ce soit en Bretagne ou même en France, on sait qu'il provient du prénom Vitalis. Alors, c'est ce qui a donné ce mot latin Vitalis a donné le mot français vital. Et comme prénom, en français, il a donné par exemple Vidal, ou bien également Vial, qui a pu évoluer lui-même en Vio. Donc on est très loin de Vitalis là. Ce qui caractérise le français, c'est vraiment la disparition des consonnes qui se trouvent entre les voyelles. Ça arrive très très souvent en français par rapport au latin. Donc si on part de vital, vital c'est la racine, donc vital qui donne vidal ou bien vial ou même vio en français, et d'un autre côté en breton, on a le V initial de vital qui donne gue, GW, ça c'est typique du breton, et puis le T qui existait en latin entre le I et le A est devenu D. C'est ce qu'on appelle donc un adoucissement de T en D. Donc qu'est-ce qui reste au bout du compte? Il reste Guidel. Et le A, alors c'était un A long, ce qu'on appelle un A long, et ce A long a évolué en E. Donc on arrive à la forme actuelle, Guidel, tout simplement. Donc l'évolution est relativement simple dans ce cas-là. Il suffit de connaître en fait les évolutions phonétiques des consonnes et des voyelles en breton pour aboutir en fait à ce qui correspond à la forme parlée actuelle en breton. Et ça correspond également à l'orthographe, parce que le fait d'écrire GUI sans le W, en fait ce GUI correspond à l'orthographe qu'on utilisait en vieux breton ou en moyen breton, pour représenter le son GUE, tout simplement. À une époque, on n'utilisait pas le W, ou très peu le W. Bon, maintenant, on utilise systématiquement le W, ça permet de clarifier, de mieux faire le lien entre l'orthographe et puis la prononciation. Donc, Guidel, c'est la paroisse d'un dénommé Vital, ou Vital, comme on prononçait donc en breton à cette époque-là. Alors, on va passer à Gestel. Alors, Gestel, petite commune au nord de Guidel, entre Guidel et puis Kévin. Alors, Yechtel, voilà sa prononciation en breton actuellement. Alors, des recherches ont été faites sur sa signification, de quoi est composé ce mot. Alors, Jean-Yves Plourin et Pierre Holocou, dans leur étude sur les toponymes de la région de Lorient, ont proposé l'explication suivante en fonction des formes écrites anciennes qu'ils ont pu trouver. Donc, ce nom, en fait, est un nom de personne, un petit peu comme Guidel, comme d'autres communes de la région de Lorient. C'est un prénom composé, quelque chose de typique au Moyen-Âge. Un prénom composé, c'est par exemple comme Yanvari, Yanvari en breton, donc deux prénoms qui sont accolés l'un à l'autre. Donc prénom composé, ça veut dire deux éléments dans Yechtel. Alors effectivement, on peut retrouver la première partie Yest qui viendrait du latin. C'est le prénom qui a donné par exemple juste, tout simplement, en français. Donc un J initial qui reste Y en breton, donc Yest, qu'on trouve dans le nom Gestin. Gestin, en fait, c'est la prononciation en français. En réalité, en breton,
on le prononce Yistin, ou Yistin même, qu'on retrouve en Plestin. Par exemple, Plestin-les-Grèves dans les Côtes d'Armor. Donc, Yest, c'est la première partie de ce nom, donc du latin, correspondant à juste, en fait. Et puis, la deuxième partie, c'est le mot Ael. Alors, ce mot Ael, qu'on écrit, hein, H-A-L, c'est un mot breton, hein, il ne vient pas du latin cette fois. C'est un prénom honorifique, hein, qu'on pourrait traduire par quelque chose comme généreux. Voilà. Donc ce sont des prénoms toujours à la gloire, hein, du porteur du prénom. Donc Yest, hein, juste, et puis Ael, généreux. Donc Yestel, là on serait dans le cas d'un lieu qui aurait été créé ou qui aurait été placé sous le commandement d'un certain Yestel, ou disons un personnage, hein, dont on ne peut rien dire, mais en tout cas sans préfixe. Dans Yestel, il n'y a pas de préfixe indiquant que c'est un nom de Dieu. Il n'y a ni Plou, ni Lan, ni Ker, enfin rien du tout. C'est un prénom seul, comme dans le cas de Gudel, par exemple. En tout cas, la prononciation actuelle, c'est Yestel. Hein. Et puis toutes les formes écrites anciennes confirment donc cette prononciation.